Donc on va parler du sujet essentiel de comment quitter la ville aujourd'hui. Et donc après avoir débattu pendant toute la semaine de Notre-Dame-des-Landes, des questions aussi des quotas laitiers, et puis maintenant de l'exode urbain. Alors à ma gauche, Paul Lacoste de l'association Relier, et à ma droite, Romain Ballandier de la FADEAR. Voilà, allez, ouais, on fait... Donc l'exode urbain, c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 personnes, on dit 100 000 citadins qui décident de quitter la ville chaque année. Et en fait, c'est assez intéressant. Depuis, on a eu un exode rural pendant 1 siècle et demi. Et depuis 30 ans, il y a un changement, il y a un changement de paradigme. En fait, les gens maintenant vont plus à la campagne. Il y a un retournement en fait des courants migratoires. On dit qu'en 30 ans, il y a 5 millions comme ça de personnes qui sont passées de la ville à la campagne. Donc c'est pas négligeable. Bernard Charbonneau, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, disait justement une phrase qui était assez forte. Il disait la liberté est née dans la ville, mais maintenant pour vivre, cette liberté doit aller à la campagne en fait, et elle doit en sortir de cette ville. Mais alors après, derrière cet exode urbain, donc qui est un mouvement de fond, il y a quand même plusieurs phénomènes qu'il faut, je pense, dissocier. Il y a d'abord le phénomène de périurbanisation, c'est-à-dire d'étalement pavillonnaire. Il y a énormément de citadins qui décident surtout de quitter la ville pour aller dans des lotissements, avoir un habitat un peu plus confortable, un peu plus spacieux, et qui vont rester quand même à proximité des villes. Et ça, parmi ces centaines de milliers de citadins qui font qui quittent la ville, il y en a beaucoup qui vont justement dans ces pavillons et dans cet étalement pavillonnaire. Et après, il y a un deuxième phénomène qui est là aussi assez intéressant et sur lequel je me suis plus penché moi en écrivant ce livre l'année dernière. C'est la rurbanisation, c'est-à-dire des gens qui décident d'aller vraiment à la campagne, dans les campagnes profondes, en montagne, au fin fond de la Meuse même parfois, un peu partout. Et là, il y a 3 questions en fait qu'il faut se poser sur cet exode urbain. C'est d'abord un peu pourquoi on décide de quitter la ville, pourquoi on décide d'aller à la campagne, qu'est-ce qu'on veut fuir en fait à la ville, à quoi on veut échapper, et en quoi la campagne pour nous revêt en fait les germes d'un autre monde ou quelque chose un autre espace où on peut construire d'autres rapports humains, d'autres rapports de production. Et est-ce que c'est un mouvement qui est choisi, qui subit aujourd'hui l'exode urbain? Est-ce que c'est quelque chose de choisi ou subi? Après, il y a aussi comment, ça c'est une deuxième question, c'est comment on quitte la ville aujourd'hui, comment on s'installe, quels sont les leviers, quelles sont les associations qui peuvent nous aider. Et c'est pour ça que ça sera intéressant d'avoir les avis de Paul et de Romain, donc des associations Relier et des FADEAR. Et aussi comment on s'installe aujourd'hui alors que le foncier est aussi devenu de plus en plus cher et du coup pose des difficultés pour s'installer. Et après, il y a la troisième question qui, moi, me paraît vraiment essentielle, c'est pourquoi faire en fait à la campagne? Si on quitte la ville, mais pourquoi faire en fait? Est-ce que c'est pour reproduire un mode de vie urbain? Est-ce que c'est pour faire du télétravail? Est-ce que c'est pour finalement prendre le train chaque semaine et retourner travailler à la ville? Est-ce que c'est pour se faire sa retraite au soleil? Ou est-ce que c'est pour vraiment faire vivre le territoire? Est-ce que c'est pour décider d'embrasser la ruralité, de la faire vivre? En fait, Jean Viard, qui est un sociologue, parle, lui, de migration extra-urbaine. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont aller à la campagne, mais qui vont conserver
ce mode de vie urbain. Et en fait, lui, il dit, on est dans une captation en fait de l'espace rural par la ville elle-même. C'est ça en fait, à travers ces migrations, ce qui décrivait. Alors moi, dans mon livre, je suis plutôt intéressé à des gens qui devenaient donc paysans, donc des gens qui décidaient plutôt de faire vivre cette ruralité, de faire vivre ce territoire, ne pas vivre la campagne juste comme un spectateur, mais en être un acteur. Et donc le paysan, c'est celui qui va façonner le paysage. Souvent, j'entendais ce slogan chez les paysans que je rencontrais, c'est je suis paysan, donc je fais vivre le pays, quoi. C'était quand même quelque chose d'important. Pour eux, la campagne, c'est pas un musée, c'est pas un folklore. L'idée, c'est d'être une assise en fait concrète pour une activité, ou c'est aussi un lieu, une base matérielle pour construire des alternatives au modèle consumériste, au capitalisme. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens décident de devenir paysans. Et c'est pas négligeable parce qu'aujourd'hui, 30% des installations chaque année sont le fait de gens justement qui quittent la ville, qui sont dits hors cadre familial. Donc on dit qu'en 2020, un tiers des agriculteurs ne seront pas fils ou filles de paysans, et donc auront fait ce parcours de la ville au champ. Donc c'est quand même un courant qui n'est pas non négligeable et qui va participer à quand même changer nos campagnes. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement, et sur lequel j'aimerais insister pour pas tomber non plus dans des caricatures, c'est pas forcément que des cadres qui étaient à la défense et qui font des burn-out ou aussi sinon souvent on m'a dit mais alors ces gens-là c'est un peu des bobos, des classes aisées qui viennent chercher un meilleur cadre de vie à la campagne et non en fait ce qu'il faut vraiment un point sur lequel j'aimerais insister, c'est de dire que ces gens qui décident de devenir paysans, ils viennent d'horizons sociaux assez différents. Et ces caricatures ne suffisent pas en fait pour décrire ce mouvement. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont de classe populaire. Et aujourd'hui, vivre en ville, c'est aussi un élément important. Vivre en ville, c'est devenu un luxe pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, vu le surenchérissement du prix du logement, il y a beaucoup de gens qui aspirent à autre chose et qui décident d'aller à la campagne aussi pour fuir toutes ces dépenses contraintes, ce coût du logement. Moi, je pensais notamment à plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Valère, lui, qui était un ouvrier à Grenoble, qui pointait tous les jours à l'usine et qui a décidé de devenir éleveur. Et il vivait en HLM, il vivait dans un 15 mètres carrés, et puis il avait une famille. Enfin, c'était vraiment terrible. Et là, aujourd'hui, maintenant, il est en Ardèche. Il a justement réussi à retaper une maison et à avoir de l'espace pour lui. Et donc, pour sa famille. Je pense aussi à Dorothée, qui, elle, était aide-soignante et qui en a eu marre de la hiérarchie à l'hôpital et qui a décidé de devenir indépendante en devenant apicultrice. Je pense aussi à Mathieu, lui, qui était dans la Meuse, qui a enchaîné quand même 147 CDD. 147 CDD, il a pas 50 ans le bonhomme, hein, il a 35 ans. Hein. Et donc il s'est dit non mais il y a un moment où on va dans la terre elle tourne pas rond quoi. Enfin le modèle de travail, moi j'ai pas envie de faire ça quoi. J'ai envie de créer ma propre activité. Du coup, il a rejoint sa femme dans une ferme et aujourd'hui, ils sont maraîchers et ils font leur propre production. Et donc, voilà, des horizons sociaux différents. Et en période de crise, la campagne, c'est vraiment devenu le lieu où on peut cultiver son autonomie, où on peut se réapproprier en fait, des savoir-faire autonomisants. Et c'est pas anodin, en fait, la période qu'on vit, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 5 millions de chômeurs. Donc voilà, il faut se poser aussi cette question de ce changement d'imaginaire aussi. La campagne aussi un lieu pour les classes populaires pour se réapproprier leur autonomie. Alors si on s'intéresse aux raisons du retour à la terre, on voit qu'il y a du coup cette nécessité économique. Il y a aussi des aspirations un peu postmodernes, comme je disais, le cadre de vie, travailler le vivant, être renoué avec les saisons. Ça, c'est quelque chose d'important. Et toujours en filigrane, en fait, de ces rencontres que j'ai faites, on voit qu'il y a une critique très forte, en fait, de ce qu'on peut appeler la modernité de la ville, ou de ce qu'on peut appeler la métropole aussi. Aujourd'hui, il y avait un sociologue, j'aime bien cette expression, qui dit que les Français, ils votent avec leurs pieds.
Et je pense que c'est ça en fait qu'on est en train d'observer avec tous ces gens qui vont vers la campagne. En fait, ils décident de dénoncer un mode de vie qu'ils considèrent hors sol, complètement déconnecté, un peu standardisé, inauthentique, un métier aussi dont ils avaient perdu le sens et face à la bureaucratisation en fait du travail. Donc il y a vraiment cette critique-là qui est forte en filigrane de tous ces parcours que j'ai vus. Après, un autre aspect qui est intéressant et qui est important, c'est qu'ils vont arriver dans une campagne qu'ils ont beaucoup fantasmé, qu'ils ont beaucoup idéalisé, mais qui est à milieu vraiment de leur fantasme en fait. Et on vit toujours un peu dans la fiction de cet ordre éternel des champs et de cette idée que on va pouvoir retaper des vieux villages, on va pouvoir faire notre éco-hameau, un peu comme en mai 68, on va créer ces lieux-là. Mais la campagne, en fait, elle a beaucoup évolué, elle s'est métamorphosée en fait depuis 30-40 ans. Donc je parlais de Bernard Charbonneau tout à l'heure. Bernard Charbonneau, maintenant, lui, décrit la campagne comme un élément de la banlieue totale. En fait, la campagne, aujourd'hui, elle est à la périphérie de la ville, elle est devenue une campagne parfois poubelle, c'est-à-dire que, par exemple, pour les centres, ça va devenir à Bure, juste à côté de chez toi, il va avoir un centre d'enfouissement de déchets nucléaires, va avoir énormément de déchetteries qui vont s'installer à la campagne parce que l'acceptabilité sociale est plus forte en fait, parce qu'il y a moins de personnes qui y habitent tout simplement. Ça va devenir aussi une campagne qui est complètement taillée par les métropoles. Aujourd'hui, on le voit avec Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport, on voit avec les autoroutes, les trajets de LGV. Donc on voit que cette campagne qu'on espérait être un refuge pour sortir de la métropole, en fait, c'est plus possible. Cette campagne, elle est façonnée donc par la métropole et du coup, s'installer à la campagne et la faire vivre. Aujourd'hui, c'est forcément une forme de résistance aussi. Si on veut que la ruralité elle reste vivante, c'est forcément une résistance face à l'aménagement donc capitaliste du territoire. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc tous ces aéroports comme ce qui se passe actuellement à Notre-Dame-des-Landes, où où il y a quand même 200 personnes qui décident de cultiver sur les 1550 hectares qui risquent d'être bétonisés, qui décident de faire de l'agriculture paysanne. C'est pas anodin. Et du coup qui décide à la fois de devenir paysan mais de résister contre cet aménagement du territoire qu'il juge contradictoire avec une campagne qui est vivante. C'est aussi lutter, je pense, contre une forme d'accaparement de terre qui existe aujourd'hui dans nos campagnes. C'est-à-dire que ça vaut pour les terres agricoles. Aujourd'hui, il y a 10% des exploitants agricoles qui possèdent 50% des terres. Donc c'est pas anodin, et quand on n'est pas issu du milieu agricole, quand on est considéré comme un étranger, accéder à la terre agricole, c'est comme un numerus clausus en fait à l'entrée de la profession. Donc on va être vraiment bloqué. Et aujourd'hui, si on veut s'installer à la campagne, il faut lutter aussi pour bon, je sais que ce mot réforme agraire, c'est devenu un peu un mot attaché aux années 70, mais je pense qu'il a une réalité aujourd'hui il faut en parler. 60% des petites fermes de moins de 20 hectares ont disparu en 30 ans. Donc c'est quand même un mouvement considérable. Et tout ça part à l'agrandissement pour des grosses fermes. Donc aujourd'hui, il y a une forme d'accaparement de terre de ce point de vue-là. Et il y a aussi, je dirais, pour le foncier résidentiel, une grosse problématique. C'est-à-dire que ça va être très difficile pour beaucoup ils vont rêver du petit mas dans les Cévennes. Ouais. Et je termine vite. Et en fait, on va se rendre compte que les prix du foncier ont fortement augmenté et ils vont devoir s'installer avec d'autres types d'habitats. Peut-être que tu pourras en dire un mot, justement, en yourte ou des habitats légers. Et donc aussi voilà la SAFER qui va dissocier le bâti agricole avec les terres agricoles, et du coup aujourd'hui les bâtis agricoles souvent partent pour des résidences secondaires et pas du tout pour installer des jeunes paysans. Donc voilà, juste pour conclure, dire qu'aujourd'hui s'installer à la campagne, c'est pas aller chercher un refuge, c'est vraiment rentrer aussi dans une lutte politique, et j'en profite d'être là avec la Confédération paysanne pour pouvoir porter ce message. Alors peut-être
Romain, tu veux rajouter un mot là-dessus ? Juste, donc, moi, je souhaitais avancer suite à tout ce que tu viens de nous dire sur comment est-ce qu'on fait pour s'installer finalement à la campagne, quel que soit son projet. Parce que tu l'as dit, hein, le milieu agricole, enfin en tout cas le milieu rural et agricole, reste assez fermé quand même. Donc c'est la question de l'accès à la terre, l'accès au foncier, l'accès aussi à un minimum de capital pour démarrer un projet lorsqu'on n'a pas du tout d'argent. Et malgré tout, la réalité c'est que si on veut habiter, si souvent on peut guère faire autrement que de passer par un minimum de propriété, soit la propriété de la terre, soit la propriété d'un bâti, ou alors il y a d'autres alternatives, mais tu viendras là-dessus, Paul. Et puis, donc ce qui fait frein surtout dans nos campagnes, c'est le regard de ce que la FNSEA appelle la profession. Donc la profession, les agriculteurs, ce regard-là qui reste un regard distant. Mais pour donner un petit exemple, on s'aperçoit que ça se travaille, ce regard-là. L'exemple de ce qui se passe pas loin de chez moi, donc je suis paysan dans l'ouest vosgien, non loin du sud meusien, et dans le sud meusien, il y a donc ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires donc à Bure, qui est géré par une grosse agence qui s'appelle Landra. Et l'Andra donc là on est en train de se battre sur l'aspect foncier parce que l'Andra s'accapare la terre à l'amiable, donc 1000 hectares de terre, 2000 hectares de forêt. Et malgré tout là, il y a des jeunes qui sont arrivés sur le territoire, qui ont trouvé une petite, qui ont trouvé une maison, qui ont trouvé une petite gare pour pouvoir déjà s'accrocher à ce territoire-là. Et pour faire le parallèle avec ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, certains aujourd'hui commencent à penser qu'il faudrait travailler, s'accrocher aussi à travers une production, à travers le travail de la terre, s'accrocher à ce territoire-là si on veut se le réapproprier. Et ça questionne aussi beaucoup les agriculteurs sur place. Parce que les agriculteurs sur place qui se sont... personne ne les a soutenus, les institutions, l'Andra a joué la carte individuelle, on va voir les agriculteurs sur le terrain pour leur piquer leurs terres, etc. Tout ça. Aujourd'hui, de voir des jeunes qui s'installent comme ça, sans statut, ça les questionne, quoi, parce qu'ils sont plus que 2 ou 3 dans leur village, ils vivent les choses tout seuls, vraiment tout seuls, et de voir des jeunes qui viennent à leur rencontre, leur parler, leur dire nous ça nous intéresse ce que vous faites, est-ce que ça nous intéresserait de pouvoir faire aussi des choses sur le territoire là. Peu à peu il y a une confiance qui s'installe, il y a une discussion qui s'installe, etc. Et je crois que ça se gagne aussi comme ça le retour à la terre, l'immersion dans le milieu. Alors à la Confédération paysanne, on a créé une association, des associations sur tout le territoire qui s'appellent les ADR, les associations de développement de l'emploi agricole et rural. Ce sont clairement des associations de développement et de formation de la Confédération paysanne, donc du développement d'une agriculture paysanne. Voilà. Et ces associations-là, concrètement sur le terrain, elles essayent de favoriser l'immersion et d'accompagner des projets de jeunes qui veulent s'installer, alors issus du milieu agricole ou non, et beaucoup de jeunes qu'on appelle hors cadre familiaux. Voilà, donc toujours de les accompagner, toujours en laissant la place, en leur laissant la possibilité de vivre et de faire vivre leur créativité. Et c'est pas tout à fait la démarche qu'on rencontre lorsqu'on s'adresse à une chambre d'agriculture. La chambre d'agriculture, donc, est plutôt, ce sont des techniciens qui travaillent dans les chambres d'agriculture et qui vont travailler sur un projet. Eux, ils ont des références, ils ont des outils, ils ont des normes, ils ont des protocoles. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans, parce que finalement, la manière de faire des chambres d'agriculture déforme
en grande majorité les projets des jeunes ou des moins jeunes, en tout cas des personnes qui aspirent à devenir agriculteurs. Et voilà, donc nous on travaille différemment. Voilà, c'est un animateur, c'est quelqu'un qui travaille sur la vie du projet. Et on a notre force à nous, c'est de pouvoir bénéficier du réseau des agriculteurs de la Confédération paysanne notamment, mais pas que. Ça permet dans certains cas de partager la terre sur certaines fermes. On voit des projets de jeunes qui vont s'installer. Alors je dis jeunes, je suis désolé, c'est un défaut, parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Donc des agriculteurs qui partagent la terre avec des nouveaux arrivants pour faire un projet. Donc certains agriculteurs laissent 5-10 hectares pour pouvoir développer une production maraîchère ou horticole ou un petit élevage, voilà, etc. L'ADR travaille aussi beaucoup sur la transmission, et donc ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est développer la relation entre des gens qui vont bientôt arrêter l'activité agricole pour cause de retraite, et donc si on veut que ces fermes-là soient transmises, il faut qu'il y ait un échange bien en amont de l'arrêt de l'activité. Et puis parfois, donc nos associations travaillent aussi avec les collectivités territoriales, donc des communes, des communautés de communes, des parcs naturels, enfin pour les installer aussi sur du foncier qui peut être disponible. Ce qui est important aussi pour les ADR, c'est de développer en collectif, enfin de permettre de s'approprier des savoir-faire, parce que on dit le monde agricole est fermé, c'est aussi finalement des outils que sont ces fermes-là qui sont de moins en moins transmissibles. Et on imagine que aujourd'hui, pour installer, il suffit simplement d'avoir voilà, des gens qui viennent directement sur cette ferme-là. Et en fait, ils arrivent pour beaucoup sans savoir-faire, sans pratique, quoi. Et donc nos réseaux, ils accompagnent au développement de ces savoir-faire-là. C'est ici des espaces tests, ou alors des lieux où on va apprendre pendant 1 an à travailler, à gérer, à travailler le marché, la commercialisation, etc. Tout ça. Voilà, et bien souvent, c'est une démarche collective qu'on essaye de faire. Voilà, je pourrais dire encore plein de choses sur les ADR, mais à la limite, on échangera tout à l'heure. Juste pour faire le parallèle quand même avec ce que la Confédération porte, il y a quelques années, et encore aujourd'hui, je pense, mais le slogan est un peu moins fort, ou en tout cas, on l'exprime moins fortement. On disait demain 1 million de paysans, quoi. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 500 000. Combien ? Ouais, moins de 400 000 sans doute, oui. Et puis encore en 2016, ça va, voilà. La Confédération paysanne disait 1 million de paysans, quoi. Donc concrètement, avec nos ADR, on y travaille, quoi. Oui, puis peut-être insister sur le fait que les enfants d'agriculteurs aujourd'hui ne sont pas assez nombreux en fait pour prendre la relève et pour faire en sorte qu'il y ait assez de fermes et qu'on atteigne le 1 million d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'il faudra forcément que le milieu rural s'ouvre à l'extérieur, et notamment à ces vagues de néo-paysans ou d'orcades familiaux. Mais orcade familiale, quel mauvais terme! Enfin, quel terme technique dans le jargon administratif, c'est quand même fou. Orcade familiale, c'est-à-dire défini par ce qu'on n'est pas. C'est quand même fou, et c'est même pas une vision positive en fait. Ou sinon, parfois on les appelle les NIMA, non issus du milieu agricole. Donc, enfin, toujours définis négativement. Donc, ça montre bien aussi sur la nécessité d'ouverture de ce milieu agricole et le corporatisme et les dynasties établies qui vivent parfois dans ce territoire, et qu'il faudra bien un jour aussi combattre. Là-dessus. Ok. Bon, moi je suis là pour vous présenter l'association Relier. Vous m'entendez bien? Ça va? Ça entend derrière? Ou je parle plus fort? J'ai toujours du mal à parler assez fort. Relier, réseau d'expérimentation et de liaison. Des initiatives dans les espaces ruraux. Né il y a 30 ans en Isère. Voilà. À l'initiative de personnes qui gravitaient autour de PEC, d'accueil paysan, et né pour rassembler des personnes donc
engagés dans l'agriculture, enfin des paysans, des gens du monde agricole et des gens qui gravitent autour du monde agricole. Et moi, je suis arrivé que récemment dans Relier, mais je sais que l'un de leurs premiers chantiers, c'est le Yeti, un tracteur de montagne réalisé sur la base d'une AMI 8, un chenillard, en fait, à faible coût. En fait, c'était un peu un petit lab farm, un farm lab de l'époque, quoi. Et donc, à travers toutes ces années, Relier a travaillé à rassembler des personnes immergées dans le monde agricole et des personnes qui s'intéressaient au monde agricole, à la ruralité, à la paysannerie, à la transmission des savoirs vernaculaires, à préserver le foncier agricole. Et c'est comme ça, par exemple, qu'est né Terre de Liens il y a cela un peu moins d'une quinzaine d'années. Donc Relier, membre fondateur de Terre de Liens. Et je précise où tout le monde connaît Terre de Liens. Autrement, il y a le stand juste à l'entrée. Alors Terre de Liens est né dans l'idée de préserver la terre agricole et de favoriser l'accès à des porteurs de projets par le biais d'une collecte citoyenne pour pouvoir racheter des fermes et mettre en location à ces jeunes qui voulaient s'installer. En général, des jeunes. En général. Et donc sur une grande diversité de projets, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que se constituaient du coup localement des groupes qui partaient faire une collecte, qui sensibilisaient et qui rassemblaient des consommateurs, acteurs, bénévoles, et donc qui ont créé des associations territoriales aussi qui représentent un certain nombre de bénévoles sur tout le territoire. Voilà, alors aujourd'hui c'est 120 fermes qui sont propriétés d'une foncière, donc 8000 actionnaires. Il y a aussi une fondation Terre de Liens qui, pour la première année, a choisi de présenter l'action de Terre de Liens. Il y a un petit stand à l'entrée, là. Et une association nationale qui rassemble les 19 associations territoriales. Voilà. Donc Relier est membre fondateur. Et donc, j'ai le plaisir, avec Dominique, de représenter Relier au CA national de Terre de Liens. Et on essaye de continuer dans le sens des fondamentaux, et puis de proposer de nouvelles actions qui rassemblent tout le monde, qui propose de relier toutes les problématiques, de faire de la transversalité, d'essayer de ne pas occulter des choses qui pourraient être essentielles, et surtout de rendre accessible à tous toutes ces questions, y compris accéder au foncier. Comment aujourd'hui se pose la question de la spéculation foncière, la gentrification, l'urbanisme. Toutes ces questions-là, elles méritent de pouvoir être discutées, de pouvoir être accessibles au grand public. Et donc, en fait, ces dernières années, hormis le grand chantier du RAF, qui est un peu comme Terre de Liens, Terre de Liens a pris son autonomie de Relier après avoir été porté 3 années. Il y a eu aussi le réseau des alternatives forestières qui a pareillement réuni beaucoup d'acteurs sur des alternatives à l'exploitation forestière un peu sauvage qu'on connaît, la monoculture, les machines passent, elles déforestent tout, ça replante, monoculture, la même, ou alors ça replante pas d'ailleurs, on s'en fout, ça repoussera bien. Enfin bon, voilà, le RAF, c'est vraiment un super réseau. Je vous encourage à taper ces 3 lettres et à voir Réseau des alternatives forestières. Il y a un très beau site. Et si par hasard vous êtes propriétaire d'une parcelle de bois, ça peut vous intéresser d'autant plus de rejoindre le RAF. Et donc le RAF a pris son autonomie. On a beaucoup travaillé. En fait, moi, c'est par là que je suis arrivé à Relier. Et sur la question de l'habitat, il y avait un programme Éco-Habitons solidaire en Massif central. Et un jour, il y avait un des animateurs de Relier, un des administrateurs, qui est mon collègue aussi dans une autre association qui s'appelle ALEM, et qui dit qu'il faudrait qu'on bosse quand même sur cette question de l'habitat léger à un moment, parce que en fait, l'habitat léger, on dit habitat mobile. Aujourd'hui, dans la loi, il y a l'habitat démontable aussi pour les yourtes. Et toutes ces questions, en fait, sont un peu soit ignorées, soit ostracisées. Ça dépend du public, comment on l'approche. En fait, il y a des zones de non-droit assez critiques. Et pourtant, cette forme d'habitat est pertinente à divers titres. Non seulement parce qu'il est facilement accessible, parce qu'on peut le déménager, parce qu'on évite de bétonner,
parce que c'est de la matière finalement souvent organique qui est utilisée pour le construire, de type la yourte, c'est quand même de la fibre, du bois, de la toile, enfin bon. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et on a eu aussi tout un gros travail sur... alors, ouais, j'ai zappé quand même. Il y a eu le regard croisé sur l'habitat rural et dans le cycle éco-habitant solidaire en Massif central. Et là, ça présente 13 lieux en vie et ça permet de donner... c'est une petite projection de 20 minutes, un diaporama, on voit les différents lieux, on entend les paroles des acteurs de ces lieux qui expliquent les difficultés qu'ils ont rencontrées lors de leur arrivée dans ce monde rural qu'ils accueillaient, ou comment ils ont trouvé leur place, d'où qu'ils viennent, même s'ils n'étaient pas originaires, et sur quoi en fait ils ont réussi à choper pour se dire moi je suis content parce que j'ai pas besoin de beaucoup, mais je développe ça et je suis reconnu parce que je fais ça. Et en fait, je sens que en fait, je suis utile. Je suis utile et que les gens reconnaissent que j'ai ma raison d'être ici. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est bien au-delà d'une vision, l'autre vision, de la production intensive, de la ferme viable, faut que tu payes. Voilà. Et en fait, les territoires aujourd'hui, les territoires ruraux sont dévastés. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui sont dévastés, soit par le nivellement, agriculture intensive, boum bam, soit par la désertification, gentrification. Enfin, je veux dire, quand on voit un territoire comme la Beauce, à part les éoliennes, je vois pas qui va venir y habiter, quoi. Ça va être très dur, ça va être réellement très dur. J'ai un paysan, moi je suis en Limousin, qui me disait il faudra 50 ans pour refaire une paysannerie. Je sais pas combien de siècles il faudra en Beauce, hein, mais il faudra du courage, quoi. Peut-être il faudra y mettre l'armée pour refaire quelques haies, ou semer des graines au hasard pour que ça ait au moins l'allure de quelque chose de pas trop abominable, quoi. Mais voilà, il y a quand même des territoires, c'est vrai, qui souffrent énormément de désertification. Donc le bâti traditionnel tombe en ruine. Il y a évidemment eu une vague d'anglais qui est passée, qui a raflé les petits châteaux, les machins, les trucs, qui a rénové ça il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui repartent et qui remettent sur le marché des trucs alors à des prix laissés tomber. Donc ça ne favorise pas non plus l'installation des jeunes. Et alors, il y a quand même des élus qui percutent et qui se disent, ces jeunes qui arrivent en yourte, en camion, en roulotte, est-ce que je dois les virer ou est-ce que quelque part je ferme les yeux ou est-ce que même je me dis je fais un petit effort, j'en parle avec mes collègues, je leur dis on pourrait. Et effectivement sur le territoire il y a pas mal de lieux où ont émergé des dynamiques pour essayer d'inclure ces formes d'habitat. Et ça donne toutes sortes de choses assez originales, hein. Une charte pour l'habitat léger, un projet d'utiliser du foncier communautaire pour installer des formes d'habitat, faire un lotissement en yourte, enfin bon, il peut y avoir toutes sortes d'initiatives. Tout ça pour dire que ça représente aussi de l'activité locale en termes de création d'habitat. Enfin, il y a pas mal, moi j'en connais un paquet, mais je suppose qu'il y en a encore plus, de petites entreprises, de micro-entreprises de couture, de bâches pour yourte, ou de fabrication de planchers pour yourte, ou des petites sociétés qui se sont créées, quoi, qui font l'ensemble, qui produisent, qui font de l'accueil aussi parallèlement pour permettre de faire son chantier en autoconstruction. Et ça permet aussi de baisser les coûts. Et finalement, je vois que sur les territoires où se sont installés ce genre d'initiatives, des élus qui n'auraient pas été tellement partants à accueillir, ils ont vu que, mais c'est en fait une activité économique conséquente. Il y a quand même plusieurs salariés. En plus, on exporte un peu en dehors du territoire, et puis finalement ça fait vitrine. Donc dans le Marais Poitevin ou dans le Maine-et-Loire, voilà, je connais 2 entreprises, enfin autour de la Freinet et de Yurteco, qui effectivement ont développé des projets sympas que des élus qui n'avaient pas l'air spécialement partants au départ ont fini par reconnaître et même à chercher à accompagner. Alors comment aboutir un peu plus loin sur à quoi ça me fait penser? Oui, il y a aussi, je vois, il y a cette thématique de l'habitat léger qui me semble très pertinente aussi pour quand on arrive sur un projet, parce que
il y a un faible apport au départ, et puis ça peut être cette petite coquille qu'on va balader ailleurs si jamais ça accroche pas. Et puis parce que effectivement, quand on arrive sur une propriété où il y a du bâti dégradé, ben voilà, c'est le truc évident de pouvoir poser un habitat temporaire ou un habitat léger qui restera de façon pérenne, mais pour pendant ce temps-là, à loisir, pouvoir retaper et puis pouvoir faire de l'accueil. Et puis, alors c'est marrant parce que justement, il y a vraiment des groupes qui se mettent. Il y a un groupe Terre de Liens en Limousin qui a choisi, ils étaient 11 formés aux techniques ingénieurs agricoles, quoi, enfin agronomes, qui se sont dit on va prendre une ferme ensemble. Donc ils ont pris 80 hectares, ils se sont installés et Terre de Liens a acheté le foncier agricole. Eux, ils ont racheté le bâti et le bâti ne pouvait pas tous les loger. Donc ils se sont dit on se met tous en habitat mobile ou démontable autour et on va rénover le bâti pour une fonction collective. Donc on fait en faire de l'habitat participatif et puis les ateliers, l'accueil et tout ça, quoi. Voilà, c'est enfin toutes ces dynamiques qui émergent qu'on trouve importantes à faire connaître. Et puis il y a une dynamique qui semble indispensable à saisir puis à faire savoir parce que effectivement quitter la ville. Bon, je fais beaucoup de covoiturage. Hein. Quand je pars, des fois, c'est un jeune qui monte à la ville parce que ses parents sont à Paris hier comme hier et qui a choisi de retourner pas loin de chez son grand-père. Il a trouvé du job, il bosse à la voirie, il est content, il avait un permis poids lourd, ils l'ont embauché à la voirie. Puis je lui dis mais t'as pas eu envie de reprendre la ferme? Ah non, mais moi j'ai très bien compris, hein. Attends, c'est pas rentable, quoi, tu vois. Non, tu payes pas tes heures, quoi, tu vois. Laisse tomber, je vais pas me mettre dans cette galère, en tout cas pas tout de suite, quoi. Voilà, il y en a qui attendent la fin du mirage productiviste pour se dire peut-être qu'un jour je reprendrai la ferme de mon grand-père. Ah, je veux dire 2 mots à l'invitation de Dominique sur si vous voulez voir le résultat d'un très beau travail de relier avec la Fondation de France. C'est le colloque Éco-Habitons, coopérer pour améliorer notre habitat. Et c'est un programme qui a duré 4-5 ans, avec 15 projets soutenus dans toute la France pour amener les usagers à faire de la rénovation, de l'éco-rénovation de leur habitat, de l'éco-rénovation accompagnée. Voilà. S'il y en a qui veulent, Dominique a ramené ça. Alors, j'ai pas tout représenté, hein, mais il y a Portrait de lieu en vie, c'est disponible. Vous pouvez vous adresser à l'association Relier pour animer une soirée dans votre village. Je trouve assez sympa. Ça dure 20 minutes. Après, on peut discuter justement de l'accueil, c'est quoi. J'ai entendu un très beau mot, moi, l'autre jour, c'est l'accueil se pratique. Se décrète pas, il se pratique. Ouais. Et pareil, sur le site de Relier, vous pouvez trouver sur l'habitat léger mobile, le regard croisé sur l'habitat léger mobile paru en 2012. Hop, yo. Et puis la synthèse des rencontres, le cycle habitat léger. Et là, j'ai ramené quelques exemplaires de la Gazette Habitat qu'on fait paraître. Ça, c'est un travail avec 2 autres associations. C'est un autre cycle de rencontres sur l'habitat qui est un peu plus récent, mais l'habitat en milieu rural, en Massif central. Il y a eu aussi ces rencontres-là. Ça, c'est le plus vieux. Ça fait l'objet d'un CD. Si vous souhaitez vous les regarder ou les emprunter, prenez-les. Voilà. Bon, je crois que c'est bon. On va vous passer le micro, mais moi j'aimerais juste insister sur ça, sur cette envie très forte qui pousse beaucoup de gens et beaucoup de jeunes et que j'ai rencontrés, moins jeunes aussi, 35, 40 ans, parfois même à 60 ans, de se réinstaller à la campagne et de vraiment la faire vivre en fait, à travers quoi? À travers des circuits courts, en faisant des AMAP. Moi je me rappelle de Guillaume Boitel justement qui est dans la Meuse, à Mécrin, dans un petit village où les gens, c'est un village dortoir quand même, les gens ils passent et puis ils vont travailler à Nancy tous les jours. Et ben lui il va installer une AMAP et toutes les semaines des gens vont s'arrêter, vont échanger, ça va faire un lieu de vie et c'est des choses assez fortes, assez belles, des magasins de producteurs qui vont se monter dans des petits villages aussi où on n'aurait jamais cru qu'ils pouvaient avoir une activité économique. Et ben si, et je voudrais aussi parler on en a parlé un peu de Bure, mais de Notre-Dame-des-Landes avec ces jeunes qui décident d'être quand même
plus d'une centaine à faire des productions alimentaires, faire du petit élevage. Et donc c'est toute cette dynamique que j'ai essayé de raconter dans mon livre, et je pense qu'elle est très forte. Après, il faudra lutter politiquement. On ne pourra pas faire notre petite oasis dans le désert de l'agro-industrie, et donc voilà, une forte envie et des forts combats. Je vous remercie. Vous avez tous les trois fait une brillante exposition. J'ai apprécié à sa juste valeur. J'ai un petit rictus. Moi qui viens d'Afrique, ex-pays colonisé par la France, la Côte d'Ivoire, et durant tous ces siècles de colonisation, jusqu'à l'heure où je vous parle, il a été question pour nous, en tout cas, des politiques imposées par la France via aujourd'hui des marionnettes qui nous gouvernent, du tout modernisme. C'est-à-dire qu'on abandonne tout, nos cases, nos plantations, nos agricultures anciennes, au profit de l'agro-industrie aujourd'hui. Donc, quand je vous écoute, je me dis, quelque part, est-ce que nous, on n'a pas raté quelque chose quelque part? Est-ce qu'aujourd'hui, faille pas aujourd'hui nos valeurs ancestrales qu'on nous a déniées jusque-là, nous en tant qu'Africains, que nous ne revenons pas à nos fondamentaux d'aujourd'hui? Parce que en tout cas, tous les trois, vous abondez dans ce sens-là. Donc, si tel est le cas, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui revenez aux valeurs dans lesquelles nous étions dans l'ancien temps, est-ce qu'il ne faille pas, je vois que vous êtes en lutte, vous êtes en résistance, est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui créer une espèce peut-être de think tank ou un club de réflexion, qu'on voit ce qui ne marche pas ou bien ce qu'il vous faut, et que nous aussi dans l'autre sens, qu'on voit ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché et ce qu'il nous faut. Je rêve un petit peu, hein, peut-être ça peut paraître utopiste, qu'on aille ensemble, parce que vos combats, nous, en tout cas moi je me reconnais aussi dans vos combats. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'on puisse mettre ces questions-là devant ces réflexions pour qu'on puisse avancer ensemble? Merci. Là, je ne vais pas prendre une casquette forcément fadéard développement agricole, mais peut-être plus syndicale, plus transformation sociale, mouvement. Et donc la Confédération paysanne est membre d'un grand mouvement international, peut-être aujourd'hui le seul restant, le seul restant de l'international, voilà, qu'ils appellent la Via Campesina. Et la Via Campesina donc regroupe pas loin de 200, je crois, organisations du monde, organisations paysannes, d'organisations de travailleurs de la terre, donc aussi des salariés de la terre, etc. Des organisations représentantes des peuples aborigènes, voilà, des cultures locales, etc. Et je crois que ce lieu, il existe, ce lieu dont vous parlez, c'est celui-là. Alors il n'est pas assez fort, c'est certain, parce que qu'il se situe aussi dans un contexte voilà, d'un mauvais mot aussi, de gouvernance mondiale, où on lui laisse pas cette place-là, quoi. Que ce soit à travers la FAO, l'ONU, machin truc, etc. La Banque mondiale, le FMI, enfin tout ça, ce sont clairement des freins, mais il y a une parole forte, quoi, du côté de la Via Campesina sur le respect des droits coutumiers et ça, ouais, autour de la souveraineté alimentaire, donc qui est la possibilité des peuples de pouvoir choisir de manière autonome la production et les moyens de produire cette alimentation-là. La parole existe, quoi. Et franchement, pour tous ceux d'entre nous de la Confédération paysanne qui avons vécu des moments de partage au sein de la Via Campesina, on se réapproprie des valeurs. Par exemple, là, on parle beaucoup de la propriété, de terres de liens. Enfin voilà, mais politiquement aussi, reconnaître le droit à l'usage de la terre et non uniquement, et non pas de la propriété.
Ça, c'est des choses on se renforce là-dessus au sein de la Via Campesina, et aujourd'hui, la Confédération paysanne met en avant ce droit d'usage. Ouais, il y a aussi le rapport à la Pachamama, hein, pour reprendre les termes indigènes, que les gens de la Via Campesina vont vraiment porter. Moi, dans les gens que j'ai vus qui sont devenus paysans et qui avant étaient citadins, beaucoup de personnes m'ont dit « mais moi je me sens plus proche d'un paysan andin, d'un paysan africain, d'un paysan indien que d'un exploitant agricole qui est mon voisin et qui a 400 hectares et moi je me sens plus proche d'une agriculture paysanne et et donc il y a des liens qui existent et moi je me rappelle de Florent qui est installé à Étampes, donc pas très loin de Paris, qui lui était au CCFD et à Action contre la faim. Il était juriste et il allait tout le temps en Afrique. Et il a dit, quand j'ai annoncé ça aux paysans africains avec qui je travaillais, ils m'ont dit « Ah bah c'est bien, tu fais chez toi ce que tu nous disais de faire ici, quoi. » Donc en fait, il y a des liens qui existent et c'est ça qui est important. Ouais. Il faut les nourrir. Ouais. Il y a peut-être un point aussi qui n'a pas été soulevé, c'est que dans le rural, vous avez des maires qui ont un autre argument qu'on peut soulever, c'est celui du maintien d'une école. Donc quelquefois, ils vont accepter des yourtes, ils vont accepter des installations peut-être un peu précaires, parce qu'on va les aider à maintenir les écoles. Et ça, c'est un argument qu'il ne faut pas oublier. Oui, bonjour, je vais raconter ma petite histoire. Bon, moi, je viens d'une région qui s'appelle la Picardie, et en particulier un département de la Somme. Et nous sommes installés, mon épouse et moi, à la campagne. Oui, bon, j'étais enseignant, pas du tout agriculteur, mais je suis arrivé dans un petit village dans lequel, eh bien, il y avait plus de vaches que d'habitants. Et on n'a pas eu de chance parce qu'un entrepreneur, eh bien, pas très loin de chez nous, a pris la décision de construire une usine près de chez nous. Donc c'est l'usine que vous connaissez peut-être, celle des 1000 vaches. Donc on a un personnage qui est entrepreneur de travaux publics, qui s'accapare les terres, qui a environ actuellement 3000 hectares, qui rachète toutes les exploitations qui sont en vente et toutes les terres dont il a besoin pour répondre à ces très nombreux épandages que produisent son très grand cheptel. Donc la campagne, on y travaille, on y lutte, on crée des AMAP, on essaie malheureusement de tisser des liens, mais il faut savoir que les liens sont difficiles à tisser avec une population rurale qui malheureusement vote à 80% pour le Front National dans notre village. Donc imaginez la difficulté de créer des liens avec des gens qui ont une telle méfiance face à l'étranger, face à l'autre. On est aussi pas loin de Calais, en Picardie, donc de très nombreux migrants traversent nos régions avec des petits baluchons le long de l'autoroute ou le long des nationales. Dès que des gens migrants fuyant les guerres traversent nos villages, très rapidement dans le journal local, on signale des gens qui passent, de faire attention, de fermer les portes, de se méfier de ce flux de migrants qui va désespérément échouer devant le port de Calais ou autre de Grande-Synthe. Donc on est dans des territoires qui sont très difficiles, qui sont devenus très difficiles. Les gens sont très fermés, ne communiquent très peu. On n'a que 2 fermes dans le village, des fermes bien sûr qui travaillent l'agro-industrie, hein, qui sont pour le rendement et qui essaient de s'en sortir en essayant de faire plus avec beaucoup de difficultés. Et on a cet industriel qui, quelque part, phagocyte un peu tout le paysage et toutes les terres. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ces paysans restant chez nous accréditent ce type de ferme-usine et ne luttent pas contre ce personnage. Donc ça, c'est une interrogation pour moi. Ils ont espoir peut-être de faire comme lui, alors qu'il n'y aura pas de place pour eux. Voilà. Je vais rebondir sur ce qu'on disait là, sur le lien
entre tout d'un coup on percute que voilà on a des sensibilités, on a des besoins identiques. En fait, aujourd'hui, les paysans africains ont les mêmes besoins de se défendre contre les marchands Monsanto, les OGM, les marchands de semences ou d'engrais, et puis qui vous endettent. En fait, le malheur de l'agriculture française, c'est que avec des manipulateurs comme ceux qui tiennent les syndicats dominants, on finit par mettre un type en tribune qui va dire ouais, je défends les paysans et tout. Mais non, en fait, tu les entasses toujours plus, tu les entasses encore et encore. Et tu sais très bien que là, hier, c'était 40% de leur propriété qui était passée en crédit. Et que demain, ben voilà, la banque, elle va tout saisir. Il suffit qu'il y ait un petit crack et boum. Combien il y en a de paysans comme ça qui se pendent. Mais je veux dire, il y a une pression énorme quand même de tous ces manipulateurs autour de nous qui passent à l'audience et tout, qui se permettent de dire oui, on a pris une décision en assemblée générale, dorénavant s'il y a encore une ZAD, on n'attendra pas les forces de l'ordre, on interviendra. Ce type-là qui a dit ça a été publié dans la presse, ce type-là, il faut le mettre devant un tribunal. C'est un type qui appelle quand même à la violence publique, facile, et tout, qui appelle ses troupes en fait à le faire. Et on le voit tous les jours d'ailleurs quand ces troupes manifestent, et voilà, ils font 20 000 € de dégâts, 30 000, 40 000, ou ils font des tentatives, enfin je sais pas, des choses qui vous envoient au trou normalement, et jamais il y a de responsables qui sont jugés, quoi. Alors comment ce déséquilibre-là? Alors là il y a un vrai problème. Il faut à un moment agir, savoir comment on va agir. Et il faut effectivement se réunir. On a parlé de Via Campesina, il y a un réseau qui s'appelle Novox aussi. Novox qui réunit je sais pas, un certain nombre, des centaines d'associations à travers le monde, mais pas que sur la question paysanne. Donc c'est vrai que se retrouve au Coude à Goutte dans les forums sociaux avec Via Campesina. Et c'est vrai qu'on manque de militants, on manque d'une culture à l'heure actuelle justement où aussi on se dit bon peut-être que le type que j'ai en face de moi, qui est en train de s'opposer, peut-être il est simplement intoxiqué. Il ne faut pas que j'aille en dominant, en disant mais non, mais t'es un crétin. Non, t'es pas un crétin, t'es juste. On a des arguments à partager. Enfin, moi, si je fais partie de Relier, c'est pour ça. C'est parce que Relier, le travail, c'est de créer des espaces où on va avoir une parole libre, libérée. On va pouvoir se dire mais quand même, tu te rends compte là, ce truc-là, ça nous emmerde plus que ça nous sert, quoi. Comment on peut se dépouiller nos étiquettes, nos appréhensions, tout ça pour dire là il y a un truc, on va pas y arriver si on fait pas un petit effort, peut-être au-delà de nos chapelles, nos machins, trucs muches, et puis on travaille pour quelque chose de commun. On travaille pour que ce soit les communs dont on pourrait avoir une jouissance commune, collective, raisonnée, que pour du bien commun immatériel, de la pensée, de l'imaginaire, à faire fructifier pour le bien-être collectif. Voilà. Peut-être que tu peux parler de la Meuse et de justement, face au centre d'enfouissement de déchets nucléaires, il y a eu des liens qui ont été faits entre des jeunes militants, des jeunes qui ne connaissaient pas le territoire, qui ne connaissaient pas forcément les gestes agricoles, et des vieux paysans historiques qui étaient liés au productivisme agricole, mais qui en ont vu aussi les impasses. Et il y a eu des liens qui ont été faits, des actions militantes des jeunes sont mis à semer aussi sur les terres de l'Andra. C'est fort comme message, non? Peut-être que tu peux en dire un mot. Ouais. Ça, je pense, ça répond aussi à une manière d'être. Je veux dire, il faut qu'on ose, quoi, aller sur le territoire, ne pas avoir peur de l'autre, etc. Effectivement, moi, je suis admiratif là de ce qui s'est passé dans la Meuse, et notamment ces jeunes qui sont venus. Voilà, habiter ce territoire-là, de façon temporaire, de quelques mois à, pour certains, plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, etc. Et c'est vrai que face à cette appropriation, cet accaparement qui peut être fait ici par Ramery ou chez moi par Landra, enfin chez moi ou à côté de chez moi par Landra,
parce que là, c'est bien une histoire de capitaux, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on achète tout ça, quoi. Et face à cet accaparement-là de cette terre, le fait qu'aujourd'hui, cette terre, on va plus en maîtriser la destination. Elle va servir à produire du lait ou du méthane pour du lait qu'on va exporter de toute façon, qui va pas nourrir localement les habitants, et ensuite du méthane qui va être, on ne sait pas se retrouver où exactement, mais bon voilà. Diffusé dans les réseaux nationaux voire internationaux de l'électricité, etc. Ou alors l'Andra, là c'est pas plus grave, c'est aussi grave. On va stériliser à jamais 1000 hectares de terre qui serviront donc plus à nourrir les voilà. Et ça provoque une indignation aussi localement de la part de paysans voilà, qui étaient investis sur cette lutte-là ou moins. Et ça rejoint la même indignation auprès des jeunes qui sont arrivés sur ce territoire-là. Et c'est vrai que voilà, au mois de novembre dernier, et on va remettre ça encore au mois d'avril, on s'est fait une très jolie action. On s'est fait vraiment plaisir à venir, pour certains avec leurs tracteurs, pour d'autres avec leurs petits seaux, en tout cas pour chacun avec nos plants, nos graines, etc. Et on s'est mis à planter les terres de l'Andra, quoi. Bon, c'était très symbolique, ça a été détruit là au mois de janvier, etc. Mais on va remettre ça, et cette fois-ci avec l'idée de pouvoir aller jusqu'à récolter et de pouvoir à freiner, voire à regagner le territoire sur l'Andra. Bon, on y croit, mais en tout cas c'est vrai que cette forme de lutte-là, elle nous rejoint, et je pense qu'elle questionne aussi des gens qui peuvent voter à l'extrême droite aussi. Parce que quelque part, voilà, ça nous ramène, ça nous ramène, oui, aux fondamentaux, ça nous ramène à notre condition d'homme, celle de nous nourrir, de travailler la terre, etc., quoi. Ouais, alors je vois, il y a plusieurs questions, donc hop. Ce n'était pas une question. Je vous remercie vraiment pour cette conférence, pour l'agriculture revivifiante que vous incarnez. Et donc par rapport à l'agriculture mortifère qu'on voit un petit peu plus loin et qui vraiment donc est une catastrophe pour les agriculteurs. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, quand on interroge les agriculteurs, personne ne sait que la prime qui était prévue pour les 50 premiers hectares a été supprimée par le président de leur syndicat. Ils ne sont pas au courant de ça. Ils ne savent pas ce qui se décide au niveau de l'Europe. Ils ne savent pas qu'en fait, les primes à l'herbe, tout ce qui permettait en fait à des petites exploitations de vivre, ont été supprimés par des gens qui avaient 1000 hectares, 2000 hectares. Donc il y a un vrai problème d'information aujourd'hui. Ces gens-là donc meurent financièrement, sont lancés comme des bêtes, comme des chars d'assaut par des présidents, par un président qui se moque d'eux. Et malheureusement, ça, ils n'en ont pas conscience. Ils ne savent pas tout ça. Il y a un réel problème d'information. L'information, elle doit se faire sur le terrain. Elle doit se faire vis-à-vis de chacun. Quand il y a eu tous les reportages sur la mort est dans le pré, j'ai interrogé autour de moi les agriculteurs. Est-ce qu'ils connaissaient cette émission? Est-ce qu'ils allaient la regarder? Personne n'en avait connaissance en fait. Donc toute cette information-là, elle se fait en fait du porte-à-porte, elle se fait par la relation, elle se fait par le voisinage. Et c'est par rapport à tout ça qu'il y aura une véritable évolution sur le terrain. La prise de conscience qu'il y a eu par rapport à Sivens, elle s'est fait malheureusement suite à un décès. Il est quand même vraiment très malheureux qu'on doive arriver à de telles extrémités pour que finalement de tels faits arrivent à l'information et ne soient plus en fait occultés dans les médias. Mais je crois que là aussi, il y a tout un travail d'action vraiment de proximité pour que tout le monde ait cette information-là. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que les capitalistes, néolibéraux, enfin tout ce que l'on peut dire, tous ceux qui considèrent que tout se résume en fait à de l'argent et que le seul intérêt c'est cela, et bien que tous ces gens-là soient dénoncés. Et puis je viendrai juste sur le dernier proverbe d'un Indien: quand l'homme aura tué le dernier poisson, quand il aura pollué la dernière eau et coupé le dernier arbre, il se rendra compte que l'argent ne se mange pas.
Alors, bonjour, j'habite dans les Pyrénées et justement, contrairement au monsieur qui est enseignant, qui a une ferme à production intensive de 1000 vaches, nous, on a une ferme de 1000 vaches bovins, veaux et vaches compris. Dans un petit village, il y a plus de vaches que de bovins que d'habitants. Et sur une superficie de 3000 hectares. Bon, le propriétaire de ces animaux n'habite pas là-bas. D'accord? Et ces animaux sont laissés en liberté, pas soignés, pas identifiés pour la plupart des veaux. Bon, il y a un désordre complet dans ce truc. Et en extensif. Et il y a des agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui voulaient s'installer, dont un agriculteur que je connaissais avec sa femme et sa petite fille. Eh bien, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce monsieur qui habite à 40 km et qui s'accapare toutes les terres avec l'aval de la SAFER, etc., etc. Alors là, dans l'élevage extensif, on en vient à des placements d'argent en montagne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des capitaux, qui ont plusieurs activités agricoles, que ce soit dans le Roussillon avec les pêchers, les arbres fruitiers, et qui investissent dans les terres en montagne pour faire de l'élevage extensif pour toucher les primes de l'Europe. Ce monsieur, il touche 250 000 € de primes. D'accord? Je lui ai fait un procès et j'ai obtenu à qu'il soit condamné, et même en préjudice moral. Vous voyez? La lutte individuelle, elle est très importante. Il n'y a pas que la lutte collective. Chacun d'entre nous, il faut qu'on se prenne en main, aussi bien les consommateurs que les agriculteurs ou les jeunes qui veulent s'installer à la campagne. La lutte individuelle, on la gagne. Moi, je viens de gagner 2 procès, tout seul. Vous voyez, c'est pas pour me jeter des fleurs. Hein, voilà. On peut le faire. Bon, je suis à Fresnes 66. Bon, j'ai agi avec Fresnes 66, qui fait partie de la FNE. Bon, et en Afrique, notamment, je veux revenir avec la dame. J'ai discuté il n'y a pas l'année dernière, il y a 2 ans, avec le ministre du Burkina Faso, d'accord. Et on a parlé justement de l'élevage extensif, pas intensif. Hein. L'élevage extensif est très très dangereux pour la nature, notamment avec le réchauffement climatique qui va venir. La disparition de certaines espèces chez moi, dans les Pyrénées orientales, Pyrénées-Est, eh bien, ça se voit parce qu'on a eu 280 mm d'eau verte qui est tombée. L'eau verte, c'est l'eau qui tombe du ciel, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et cette eau, après, quand vous tombez à un seuil de au-dessous de 200 mm, eh bien, il n'y a plus d'agriculture comme ça se passe chez eux. Et bon, vous avez les animaux sauvages également qui disparaissent aussi, puisqu'il y a une concurrence entre les animaux sauvages et les animaux... Bon, chez nous, après, il y a l'histoire des primes à l'hectare. Hein? Les primes à l'hectare, est-ce que la Confédération paysanne est pour la prime à l'hectare ou pour une réforme complète de la PAC? Chez nous, ces placements d'argent, on n'en veut plus. Il faut des primes ou des aides. Si aide il doit y avoir, normalement il ne devrait pas y avoir, puisqu'un agriculteur normal doit vivre de ce qu'il fait. Et donc, ces primes, il faut les donner, ou ces aides, à l'exploitation, c'est-à-dire à la tenue de l'exploitation, à la qualité des produits, etc., et au respect de l'environnement, etc., etc. C'est par rapport à ça qu'il faut agir. Mais il faut qu'on change de système. Et vous savez très bien, je ne sais pas si la Confédération paysanne est aux chambres d'agriculture, la majorité des chambres d'agriculture françaises est gérée par la FNSEA. D'accord? Bon. Le directeur des Pyrénées-Orientales, ce n'est pas mon copain, hein, il m'a traité de menteur devant le monsieur le préfet. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais sachez que la lutte individuelle est très importante. Et chacun d'entre nous, quand il achète quelque chose, quand il voit que quelque chose n'est pas normal, de le dénoncer et de le dire. Parce qu'autrement, après, il faut qu'on soit quand même chacun de nous responsable de quelque chose. Voilà, merci. Je
pense que, par exemple, tous les gens que j'ai rencontrés dans mon livre, il y a une lutte aussi individuelle, c'est-à-dire qu'ils voient dans leurs gestes quotidiens traire, faire leur propre fromage, faire leurs légumes, se réapproprier ses savoir-faire, une forme de militantisme, une forme d'engagement. Donc moi je suis d'accord, et là ils construisent aussi, enfin en s'installant à la campagne, malgré les difficultés, malgré les obstacles, et ben oui, ils construisent une sorte de lutte individuelle. Après, je pense que c'est important malgré tout de construire un rapport de force collectif à plusieurs, parce que par exemple, vous parliez de la SAFER. Ouais, c'est compliqué le rapport de force collectif. C'est sûr que le collectif c'est compliqué, mais ça vaut le coup. C'est comme ça qu'on gagne les grandes batailles aussi. Mais par exemple, pour la SAFER, on parlait vous parliez du fait que la SAFER était complètement instrumentalisée par ces personnes, parce que souvent ils sont pieds et mains liés, enfin dans les comités d'administration. Et juste un chiffre qui est assez intéressant et qui moi m'a fait assez halluciner, c'est en 2012, sur 88 000 hectares, 2700 hectares sont allés pour l'installation, pour la première installation. Le reste est parti à l'agrandissement. Sur 88 000, 2700 seulement. Donc c'est ça aujourd'hui, tous les outils de régulation, enfin je le mets entre guillemets, créés par l'État depuis les années 60, servent aussi cette politique de modernisation et d'agrandissement. Et ils sont complètement dévoyés. Et même si, bon, il y a certaines affaires qui essayent de faire évoluer les choses, mais quand même... Donc l'importance aussi de construire un rapport de force collectif, parce que là, c'est des grosses structures qu'il faut faire bouger. Et je pense que... Donc voilà sur quoi je voulais insister. Après, pour rebondir à ce que disait Madame aussi, sur les médias. Aussi, c'est important de se réapproprier les médias, de créer des médias alternatifs. Moi, je suis journaliste à Reporter, par exemple, qui est un média qui marche uniquement par le don. En fait, on n'est pas, il n'y a pas de gros capitalistes actionnaires dans notre CA. Ça marche que par le don des lecteurs, et l'information est complètement visible pour tout le monde. Il n'y a pas d'abonnement, et donc ça, c'est important aussi de se créer d'autres types de médias qui soient vraiment les relais de lutte. C'est-à-dire que par exemple à Bure, on a des amis qui habitent sur place, qui peuvent relayer vite l'information, notamment quand il y a eu un mort là récemment dans les tunnels il y a de ça un mois. Et donc oui, c'est important aussi le rapport de force, il se construit là aussi dans les médias. Voilà peut-être ce que je voulais dire. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, et puis j'en profite juste pour faire un peu de pub. Si vous voulez, j'ai des livres aussi à vous proposer en fin de conférence, si jamais vous avez envie qu'on se discute sur ces nouvelles vagues de retour à terre. Merci. Je voulais juste réagir, ou du moins faire un additif par rapport à mon voisin qui a évoqué l'immigration clandestine, notamment sur certaines terres. Ce que je remarque, notamment dans les médias, ou en tout cas dans ces grandes instances capitalistes ou impérialistes, on parle très souvent de l'immigration vue d'Afrique comme une immigration subie. On parle des effets de l'immigration, mais on ne parle pas de la cause de ces immigrations. C'est malheureux. Il est temps vraiment que l'on s'arrête un temps soit peu pour réfléchir, pour voir pourquoi est-ce que ces hordes-là d'humains sont capables aujourd'hui d'aller braver la mer, même au risque, au péril de leur vie, en disant, bon, bref, même si je meurs là-bas, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que l'accaparement des terres, la plupart, ça n'explique pas tout, explique aussi cet exode-là, cette immigration. Parce que ces jeunes gens, ces bras valides, ces femmes, malheureusement aujourd'hui c'est le cas, qui quittent leur terre, les industriels, les grosses sociétés, les grands capitalistes vont récupérer les terres sans autre forme de procès. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, bref, c'est un exemple, a décidé de donner tel nombre d'hectares à Nestlé. Eh bien, il n'y a pas de débat. Tous ceux qui vont se retrouver sur ces terres-là, du jour au lendemain, sont chassés manu militari, déguerpis de leurs terres au profit de ces grandes industries. Ça, c'est une cause. La deuxième cause, ce sont les crises, les conflits. Vous savez, comme moi, on ne fabrique pas d'armes en Afrique. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas de nucléaire là-bas. Mais il se trouve aujourd'hui que les terrains de vente d'armes, les terrains de guerre, malheureusement, se retrouvent sur le continent africain. Donc, rien que sur ces deux causes-là,
l'on peut réfléchir et on comprendra aisément pourquoi est-ce que ces populations, ces pans entiers des bras valides sont prêts au péril de leur vie à braver la Méditerranée et de venir ici, l'Europe qui se bancarise tous les jours, à venir là malgré tout cela. Donc il faudrait que nous réfléchissions sur ces causes. Et puis il y a aussi les conséquences des migrations climatiques, hein. Aussi des sécheresses. Ça explique beaucoup de choses. Après, ça n'explique pas tout, mais c'est des causalités, c'est des corrélations qui se lient. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être continuer. Tu veux dire quelque chose? Pour faire le lien avec, parce que là on était sur cette question de quitter la ville, mais c'est quitter la ville et bon, alors là on déborde sur quitter le pays aussi, etc. Mais en tout cas ça rejoint aussi la volonté, la capacité, l'envie de nos territoires ruraux d'accueillir aussi, parce que cet accueil-là, on en parle aujourd'hui pour les néo-ruraux, comment tu les appelles, les néo-paysans, enfin voilà, etc. Et aujourd'hui, il y a quand même notamment dans le monde rural, un vote, tu le disais tout à l'heure, Front National très fort, etc. et tout ça. Donc, je crois que les questions, de toute façon, elles sont liées et on a, on a montré aussi les conséquences, les conséquences de nos pratiques ici aussi. Juste pour dire qu'à la Confédération Paysanne, moi, je fais partie d'un petit groupe qui travaille sur, qui réfléchissons et on essaye de monter des réseaux de soutien aux travailleurs saisonniers migrants. Parce que là, clairement, on est sur de l'accaparement des terres en Afrique, en Roumanie, en Europe de l'Est et partout dans le monde par une agriculture industrielle d'exportation. Clairement, nous on est allé aussi voir ce qui se passait dans le Souss au Maroc, où on a des sociétés européennes, françaises, néerlandaises, espagnoles qui viennent sur les terres dont les paysans marocains avaient l'usage coutumier via des accords avec le Marzen, l'État marocain, etc. Du jour au lendemain, parce qu'on a décidé qu'il fallait développer une agriculture d'exportation, parce que le FMI l'a demandé à l'État marocain de développer cette agriculture d'exportation, les capitalistes sont venus, ils ont investi, ils ont chassé de leurs terres les paysans. Et ce sont d'autres Marocains venus de la montagne qui ont migré vers là et on n'a pas du tout réfléchi aux modalités d'accueil. Donc je veux dire un désastre social incroyable, etc. En France, on est en train de structurer une production, tout doucement une production agricole de cette manière-là. C'est les 1000 vaches. Alors les 1000 vaches, on nous dit on va bien rémunérer le personnel, il va bien vivre, il va avoir des horaires. C'est n'importe quoi. Je veux dire, ça va être exactement ce qu'on a vu dans les Bouches-du-Rhône, dans les grands vergers du Bouches-du-Rhône, où finalement, ce sont des Marocaines qui sont venus travailler là sous contrat omis et aujourd'hui grâce à des sociétés de prestation de services. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Donc voilà, quoi. Il y a à réfléchir aussi entre ce lien-là, agriculture, territoire, accueil. Qu'est-ce que c'est que l'accueil, quoi? Est-ce que c'est ces formes d'esclavage là? La Confédération paysanne s'y oppose, quoi. Je voudrais rebondir sur justement la convergence des luttes et ces problématiques qui sont au final de plus en plus communes. Donc la mondialisation, en fait, elle nivelle les conditions de vie par le bas. Les gros investisseurs aimeraient plutôt qu'on le droit du travail environnemental s'aligne sur celui de la Chine plutôt que sur des modèles sociaux comme il y avait dans les pays scandinaves. Et du coup, les dynamiques nord-sud, elles sont complètement bousculées et de plus en plus, on fait face aux mêmes situations, même si elles sont complètement différentes, qu'on peut retrouver au Brésil, en Afrique, etc. Et je pense que c'est hyper important justement le travail que fait la Via Campesina, justement de croiser ces luttes-là. La paysannerie en France, elle a été éliminée par les guerres successives. Et ça n'a pas été le cas, ça a été moins le cas en Afrique, au Brésil, en Asie, où quelque part le fil paysan a moins été perdu qu'en Europe. Et je pense qu'aussi, en Europe, on devrait
notamment s'inspirer de tout ce qui se fait en Afrique de l'Ouest, au Brésil, avec ses mouvements de retour à la terre, avec ses mouvements agroécologiques, avec ses organisations collectives de la production. Il y a une richesse incroyable et on est quelque part dans le système dominant toujours dans le modèle pyramidal où ça descend et où le modèle développement descend de l'Europe. Et je pense qu'on a énormément intérêt à croiser les luttes et à aller en Afrique, en Asie, voir ce qui se passe pour aussi développer en France d'une autre manière. Voilà. Je voudrais intervenir, dire un mot sur l'urbanisation aussi. Bon, parce que nous, dans les Pyrénées-Orientales, autour des villes, il faut savoir qu'il y avait les meilleurs jardins, les meilleurs terrains. Alors ces meilleurs terrains, par qui ils sont prises, avec la complicité des affaires également, par et quelques paysans aussi, hein, parce qu'il faut monter les prix, bien sûr. Et donc, ils font des lotissements sur les meilleurs terrains. Ces meilleurs terrains, il faut savoir qu'il y a des réseaux d'irrigation et tout ça, et que ces lotissements, en plus, ils polluent les ruisseaux d'irrigation. Ces ruisseaux d'irrigation, ils vont arroser les autres terres, bien sûr, hein, parce qu'ils ne s'arrêtent pas là. Donc, le maraîcher qui est un peu plus loin des villes, qui reçoit l'eau qui passe à côté des lotissements, bon, il reçoit le lavage des lotissements, quoi, des routes, etc. Et après, bien sûr, à Perpignan, vous voyez les camions Baker, pour ne pas les citer, qui arrivent tous les 2 fois par semaine pour livrer les fleurs dans les magasins. On n'est même pas capable de faire des fleurs pour livrer des jardineries ou des fleuristes dans notre région, à Perpignan. Et puis, bon, il y a la politique agricole sur les fruits et légumes, notamment les pêchers. En catalan, on dit, je vais dire en français, planter, couper et encaisser. Hein. Et même, on ne vient pas contrôler si... Et les variétés ne valent que dalle, hein, elles ne valent rien. Hein. Les pêches, je ne sais pas si vous en avez mangé, mais les pêches, elles ne valent rien du tout. Hein, parce que les cueilles vertes, hein, moi j'avais 110 abricotiers, mais ces 110 abricotiers en naturel, en agriculture biologique, eh bien, on ne voulait pas les abricots à l'époque pour la confiture. Hein. On ne les prenait pas pour la confiture. Hein. Vous voyez, à l'époque, le bio a pris un peu d'essor ces dernières années, mais quand il y a eu le marché commun, c'est le marché commun qui nous a foutu par terre en premier. Pourquoi? Parce que l'Espagne, elle avait des grandes structures, des grands frigos, et ils gardaient leurs fruits qu'ils avaient un mois avant, nous, dans les frigos, et après, ils contrôlaient les prix, bien sûr. Et pour parler de l'immigration, de l'agriculture en Europe, parce qu'il ne faut pas voir rien qu'en Afrique, il faut voir en Pologne. Je ne sais pas si vous êtes informés, mais vous avez des agriculteurs français qui achètent des terres en Pologne. Et 3000 hectares, 1300 vaches. Le lait, où il va le vendre? Il va le vendre aux Polonais? Il va le vendre en France? Alors, en France, peut-être à Carrefour, voilà. Alors là, voilà, on a une agriculture en Europe qui marche sur la tête. C'est-à-dire que la réforme agraire de la Pologne, qui sont en train d'établir, fait disparaître des milliers de paysans. Et ces milliers de paysans, c'est des agriculteurs français qui veulent faire du volume et casser les prix, parce qu'ils vont casser les prix également, parce que là-bas, le coût du travail, c'est 410 €. Hein. C'est pas... On est en Europe, hein. Bon, mais ça fait rien. Voilà, c'est tout. Et les affaires, j'en veux aux affaires parce que c'est des agences immobilières, c'est tout. C'est des agents immobiliers actuellement. Ils traficotent avec les municipalités, avec les paysans pour pouvoir s'accaparer des terres, pour pouvoir... en Afrique, c'est pareil. Hein. En Afrique, vous avez des endroits, il y a 1000 bœufs. Je connais les endroits, hein, parce que... Voilà, c'est comme ça. Mais donc... qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? La question que je voudrais vous poser à tous les trois, quelle solution vous proposez pour changer le système? Parce qu'on est dans un système, et ce système, il faut le changer. Voilà, parce que si on fait comme les autres, comme la FNSEA ou comme les autres, on va dans le mur, hein, ça c'est clair. Hein. Donc moi je propose déjà les primes ou les aides, ou pas de primes du tout, pour les agriculteurs, et qu'ils puissent vivre de leurs produits, leurs produits qui soient étiquetés
avec ce qu'on donne à manger aux animaux, comment sont produits les légumes, les fruits et les légumes, avec quoi, etc., etc. Le consommateur, il veut savoir maintenant. Hein. Il faut aller vers un nouveau modèle, et voilà. Merci. Je bondis un peu sur votre démarche. Hein. Je pense, pour moi, hein, en tant qu'anthropologue, il faut décloisonner déjà les barrières, les frontières. Quand on va réussir à décloisonner les barrières et que l'on ne verra pas dans l'étranger qui vient comme une menace, c'est important. Parce que là, aujourd'hui, tous les étrangers, y compris moi-même, nous sommes vus comme des menaces. Tant qu'on ne verra pas ceci, je pense que nos luttes sont communes. Parce que quand je vous entends depuis près d'1h30, c'est les mêmes choses dont nous on souffre. Sauf que nous, il n'y a pas de sensibilisation. Par exemple, à l'OGM, c'est nous qui venons ici, qui apprenons que tiens, il y a des OGM qui existent. Tiens, il y a des politiques agricoles communes. Donc nous, on est quelque part votre force. Nous, les étrangers qui sont sur votre territoire. Mais nous ne sommes pas vos ennemis. Si on réussit à faire ce pas, et que dans un sens ou dans l'autre, qu'un groupe peut venir et qu'un autre groupe aussi peut aller voir en Afrique ce qui se passe, je pense que la lutte se fera d'elle-même. Ouais, je suis complètement d'accord. Enfin, je pense qu'on est tous complètement d'accord. Et ça vaut pour l'Afrique et pour la France. Mais cela vaut aussi pour les citadins qui arrivent à la campagne, en fait, aujourd'hui. Parce que ces citadins qui arrivent à la campagne sont considérés comme des étrangers par les ruraux. Et donc, c'est la même chose. Il faut décloisonner tout ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à tisser des convergences, à tisser des alliances. Et donc, on vous remercie tous pour avoir été aussi assidus pendant 1h30. Hein. Et merci. Tu veux dire un mot ? Eh ben, allons boire tous un coup, voilà. Ouais, merci.